Voilà, je m'appelle Thomas Van den Bosch, je suis médecin de rééducation, enfin MPR au CHU de Toulouse, dans une structure qui s'appelle la Fontaine-Salé, qui se trouve 80 km au sud de Toulouse, et où on prend en charge des patients pour le syndrome d'Ehlers-Danlos depuis 2014 à peu près. Et donc je vais vous faire un petit topo sur la place de la médecine physique chez ce type de patients hypermobiles, type HCED ou trouble du spectre de l'hypermobilité. C'est une présentation qui ressemble beaucoup à celle que j'ai faite le 10 octobre à Toulouse. Donc, ceux qui étaient déjà, ils ne vont pas avoir beaucoup d'informations en plus, mais voilà. Donc, on va redire un petit mot sur l'hypermobilité. Ensuite, on regardera un peu ce qu'il y a sur le plan scientifique pour étayer la prise en charge rééducative. Et ensuite, on parlera de l'expérience en pratique, en fait, de ce qu'on fait en pratique à la Fontaine-Salé, mais dans d'autres services de rééducation, je présume que c'est assez proche. Donc l'hypermobilité, on vient d'en parler, on est basé sur ce score de Bayton, qui est facile à faire, etc., mais qui a aussi des inconvénients, notamment l'histoire de la douleur. Chez un hypermobile douloureux, c'est vrai qu'on va avoir forcément des limitations dans l'évaluation de certaines articulations à cause de la douleur, donc on pourrait dire beaucoup de choses là-dessus. Il y a aussi l'histoire du seuil qui est critiquable, pourquoi 5, chez l'adulte, pourquoi pas une autre valeur. Bon. L'avantage de ce score, c'est qu'il est pratique. Donc, pour l'instant, on le partage quand même avec un certain nombre de praticiens, de plus en plus de praticiens. Je pense qu'il faut le garder. Après, il ne faut pas s'interdire non plus de le critiquer et éventuellement de l'améliorer pour arriver à un outil plus proche de l'évaluation de la réalité. Donc, j'ai cliqué ce schéma dans un article de Carolina où, pour l'hypermobilité, finalement, on voit que c'est quelque chose d'assez fréquent dans la population générale. Hein. Il y a beaucoup de gens qui sont hypermobiles, beaucoup d'enfants notamment qui sont hypermobiles, sans que ce soit un problème. Mais parmi les patients hypermobiles, on va avoir des patients qui vont avoir des répercussions de leur hypermobilité. Et dans ces patients qui sont malades avec l'hypermobilité, on va retrouver des maladies du tissu conjonctif. Donc le plus célèbre, bien sûr, c'est la maladie de Marfan. On en suit quelques-uns à la Fontaine-Salé. Mais il y a bien sûr le groupe des maladies d'Ehlers-Danlos, des syndromes d'Ehlers-Danlos, dont celui qu'on voit le plus souvent, c'est le 7 quand même hypermobile. On voit de temps en temps des classiques où nous, on voit surtout des classiques, quelques vasculaires, mais c'est de très loin des patients. Ceux qu'on voit le plus souvent, c'est ceux qui ont le phénotype hypermobile et bien sûr des troubles du spectre de l'hypermobilité. Maintenant que ce nouveau tableau a été créé, on en voit aussi beaucoup. Donc, quand on regarde avec ces patients, ce qui les gêne le plus dans la vie de tous les jours, eh bien, il y a les complications d'hypermobilité, bien sûr. L'hypermobilité n'est pas une maladie en soi, c'est souvent l'instabilité articulaire qui découle de l'hypermobilité qui pose problème. Donc cette instabilité articulaire, elle fait mal aux articulations, mais elle fait aussi mal autour des articulations, aux muscles, aux tendons. En fait, ça rend compte de l'hypersollicitation des systèmes stabilisateurs, des muscles stabilisateurs. Donc ces douleurs sont articulaires, mais aussi périarticulaires. Et puis, comme l'expérience de mouvement, l'activité physique, le sport, mais aussi parfois simplement la vie quotidienne est génératrice de douleurs, il va y avoir au bout d'un moment une certaine forme d'éviction de mouvement qu'on appelle kinésiophobie, et ça aussi c'est quelque chose qui va impacter ces patients. Il y a l'histoire de la fatigue chronique qui revient très souvent, c'est un symptôme qui est parfois au premier plan, donc ça c'est quelque chose de bien connu aussi. Et puis, je passe plus rapidement parce que ça s'éloigne un peu de mon champ de compétences, la dysautonomie, c'est les patients qui ont des signes neurovégétatifs, l'atteinte viscérale, éventuellement au bout d'un moment un retentissement psychologique, donc tout ça c'est assez classique. Et il y a des choses pour lesquelles la médecine physique, la rééducation va pouvoir être utile, c'est sur les complications de l'hypermobilité et la fatigue chronique. Donc, qu'est-ce qui nous permet de dire ça? Si on va essayer de le voir de façon un petit peu rigoureuse, eh bien, lorsqu'on applique une contrainte mécanique à une articulation, pour garder une stabilité articulaire, ça va dépendre de plusieurs facteurs. Il va y avoir un facteur qui est la congruence des surfaces articulaires, c'est-à-dire le degré d'emboîtement, on va dire, d'un os par rapport à l'autre au niveau de l'articulation. Mais ça, c'est une donnée de l'anatomie humaine, c'est une donnée sur laquelle on ne pourra pas jouer en pratique. De même, la solidité des tissus périarticulaires, c'est quelque chose qui va rentrer bien sûr en ligne de compte pour la stabilité articulaire, mais là, précisément, dans ce genre de maladie, c'est ça qui pose problème, donc ce ne sera pas un item sur lequel on pourra jouer. Par contre, la proprioception, c'est-à-dire l'ensemble des moyens qui permet de détecter le mouvement, de détecter la posture, et le corollaire, c'est-à-dire le contrôle musculaire qui est appliqué après la proprioception pour maintenir l'articulation dans une position stable. Enfin,
éviter l'accident d'instabilité. Ça, ce sont des éléments sur lesquels la médecine de rééducation pourra jouer. Alors, sur le plan physiopathologique, pour revenir aux 2 derniers items qui étaient marqués en rouge sur la diapositive précédente, on sait déjà qu'il y a un défaut de proprioception dans ces pathologies. C'est quelque chose qui est assez intuitif quand on parle avec les patients. Et puis, il y a des articles qui ont été écrits par Holly Clayton notamment, mais il y en a eu d'autres. J'ai pris ces 2 références parce qu'elles sont assez claires, qui ont montré que dans cette population de patients, il y a une atteinte de la proprioception. Ça a été prouvé au niveau de l'interphalange génitale de l'index, au niveau du sens de positionnement du genou. Donc, on a, parallèlement à l'intuition qu'on a quand on parle avec les patients, on a finalement une sorte de validation scientifique de cette première impression. Il y a aussi un climat de faiblesse musculaire plus ou moins importante, souvent non sévère, par rapport à d'autres patients qu'on voit en rééducation. Et là aussi, on a la chance d'avoir des articles qui ont montré que par rapport à des patients, enfin des personnes de la population générale, du même genre, du même âge, du même niveau d'activité physique aussi, les patients qui présentent un profil type STED hypermobile ont une force qui est moins importante. Mais ce qui a été montré aussi, c'est intéressant, c'est que si on fait du renforcement musculaire, effectivement, cette force, elle peut s'améliorer, comme dans la population générale, même si on part d'un niveau plus bas. Alors, si on regarde sur PubMed, si on tape syndrome d'Ehlers-Danlos et rééducation, on voit, ça c'est donc un schéma avec le nombre d'articles par an, on voit, bon, il y a un article en 1965, mais sinon, cette préoccupation de publier sur la rééducation dans le syndrome d'Ehlers-Danlos, finalement, c'est quelque chose d'assez récent. C'est quelque chose qui date de la fin des années 2000, début des années 2010, et on voit quand même que ces dernières années, il y a quand même une production scientifique qui est croissante, c'est quand même encourageant. Mais si on regarde de plus près, c'est quand même beaucoup des études qui sont des case reports ou des expériences d'équipe avec des équipes de rééducation qui disent, voilà, on a pris des patients qui sont hypermobiles, on leur fait faire de la kiné à la maison, des auto-exercices, ou alors on les a pris en centre, on leur fait faire un programme de renforcement musculaire, de proprioception et tout ça. Et le résultat a été favorable, mais souvent c'est des études d'un seul bras, donc ça peut toujours être critiquable sur le plan méthodologique. Et en fait, si mes données sont bonnes, au jour d'aujourd'hui, il n'y a que 3 articles qui ont mené une étude avec 2 bras. On ne peut pas faire de double aveugle en rééducation. Double aveugle, ça n'existe pas, on voit ce que fait le patient, mais avec un tirage au sort, une randomisation entre les deux groupes de patients. Donc, c'est 2 articles qui ont été faits chez l'enfant et une en pathologie adulte. Donc, le premier chez l'enfant, c'était l'idée, c'était de savoir s'il fallait faire chez ces patients hypermobiles, donc pour lesquels on a l'intuition quand même que la rééducation peut être utile. Est-ce qu'il faut faire une rééducation ciblée, une rééducation standard? Donc, la rééducation ciblée, c'est vraiment une rééducation avec un bilan, un travail proprioceptif, un renforcement musculaire, des groupes stabilisateurs, un travail postural, on fait quelque chose d'assez personnalisé. Et l'autre bras, donc il y avait 30 patients dans le premier bras, rééducation ciblée, et 27 patients, 27 enfants dans l'autre bras, c'était une rééducation standard, un peu comme on aurait fait dans n'importe quelle pathologie de l'appareil locomoteur, presque, je vais dire, sans prendre de précautions particulières. Et donc, dans ces 57 patients, il y en a 30 et 27 répartis au hasard. Et le résultat de l'étude, donc le critère principal, c'était la douleur des enfants. Cette rééducation améliore la douleur des enfants. Un critère secondaire, c'était la douleur des enfants perçus par les parents. Donc cette douleur, elle est améliorée de façon significative dans les 2 groupes. Par ailleurs, elle est améliorée de façon identique. Enfin, il n'y a pas de différence entre finalement, que ce soit une rééducation ciblée ou une rééducation standard. Dans l'ensemble, les patients sont bien améliorés. Le deuxième article, c'était aussi chez les enfants. C'était la question, c'était de savoir, voilà, on a des patients qui ont une hyperextension du genou, puisque on a vu dans le score de Beighton, l'hyperextension, elle est supérieure à... Enfin, un des points pour le score de Beighton, c'est l'hyperextension supérieure à 10 degrés. Les auteurs s'interrogeaient sur le fait, est-ce qu'il faut faire cette hyperextension, cette rééducation du genou à 0 degré, comme on aurait fait dans la population générale, avec l'arrière-pensée que peut-être si on le fait comme ça, on sera moins agressif sur le genou, ou est-ce qu'on l'a fait, tels que sont les patients, ils sont nés avec une hyperextension, ben on leur fait la rééducation dans l'ensemble de leur mouvement du genou, donc en allant en hyperextension à 10 degrés, 15 degrés, 20 degrés, enfin tels qu'ils sont.
Et donc, là aussi, il y a eu 2 groupes qui ont été faits. On a fait du renforcement musculaire des quadriceps et des ischio-jambiers. Chez 14 patients, le premier groupe, on s'est limité à 0 degré. Et chez les autres patients, on est allé, 12 patients, on est allé jusqu'à leur hyperextension maximale. Et il s'avère que là aussi, le critère principal étant la douleur, là aussi, dans les 2 groupes, la douleur est améliorée. On note par ailleurs une augmentation de la force des muscles de la cuisse. Ça, on le savait déjà sur d'autres travaux plus fondamentaux. Et dans les critères secondaires, il y avait certains domaines de qualité de vie, je ne me rappelle plus quel outil qui avait été utilisé, certains domaines de qualité de vie a été amélioré, enfin en tout cas c'était rapporté tel quel par les parents. Donc c'est intéressant, là aussi dans cet article, la rééducation sur quelque chose de spécifique, le renforcement du muscle des genoux, améliore les patients et finalement un peu indifféremment selon la façon dont on s'y prend. Donc, le 3e article est, à ma connaissance, seul réalisé dans la pathologie adulte. C'est un article de Science, un article d'une équipe turque, qui posait 2 questions. D'une part, c'était un peu la revalidation de l'histoire du déficit de proprioception. Alors, en fait, on mettait les patients sur un dynamomètre isocinétique. C'est un appareil qui permet normalement de faire du renforcement musculaire, mais qui renseigne de façon extrêmement précise sur la position d'une articulation. Donc là, il mettait le membre inférieur sur un dynamomètre isocinétique et il demandait au patient de plier à un angle qu'il avait choisi, admettons 90 degrés. Ensuite, le patient reprenait la position en extension et on lui demandait de reproduire exactement le même angle. Et là, on pouvait le mesurer de façon très précise. Donc ça a été fait chez 40 patients qui avaient donc un benign joint hypermobility syndrome, donc ce qui serait maintenant des patients HCL ou troubles du spectre de l'hypermobilité. Et ça a été fait également chez 30 personnes de la population générale. Et il a été montré que chez les 40 patients hypermobiles, la reproduction de l'angle était significativement moins bon, ce qui validait une fois de plus que la proprioception était impactée chez ces patients. Mais ça, finalement, il y avait d'autres travaux qui l'avaient déjà montré. Le deuxième question posée par ce travail, c'était de voir l'intérêt de la rééducation. Et là, en l'occurrence, les auteurs se sont focalisés sur des exercices de proprioception. Donc, ils ont fait 2 groupes. Un groupe intervention, où 15 patients ont été inclus, et ils ont fait des exercices de proprioception. Et un groupe contrôle, 25 patients contrôle. Donc, je ne sais pas pourquoi les 2 groupes n'ont pas la même taille, mais ça a été fait comme ça. En tout cas, à l'issue, le groupe intervention, le groupe des patients qui ont fait des exercices de proprioception, montre qu'ils sont moins douloureux à l'issue. Ils ont une amélioration dans leur fonctionnement des activités de la vie journalière. Donc là aussi, par une autre façon, on a montré que cette forme de rééducation était utile aux patients hypermobiles. Alors ça, c'était l'extrait du plan national de diagnostic et soins dont vient de parler Daniel à l'instant. Donc, il y a un chapitre qui est consacré à la prise en charge symptomatique et en particulier le chapitre 4.2 sur tout ce qui gravite autour de la médecine physique, la réadaptation. Je ne vais pas reproduire l'intégralité du texte, mais les objectifs qui étaient formulés étaient finalement ceux qu'on formule dans n'importe quelle pathologie handicapante en médecine physique et réadaptation, c'est-à-dire prévenir un petit peu les conséquences, éviter les douleurs, etc. Finalement, essayer de maintenir le meilleur niveau d'autonomie possible. C'est ce qu'on souhaite faire à chaque fois en éducation, ce n'était pas spécifique. J'y reviendrai tout à l'heure sur ce PNDS qui a fait une proposition d'ordonnance de rééducation, ça serait intéressant de la regarder. Donc ça, c'était un peu pour les fondements théoriques, c'est un petit peu fondamental, mais voyons ce qu'on fait un peu plus sur le plan pratique, en particulier au niveau de l'expérience du service où je travaille. Donc, on est à peu près à 200 séjours en hospitalisation pour des patients hypermobiles, donc majoritairement des patients qui sont porteurs d'un syndrome d'Ehlers-Danlos hypermobile ou des patients type trouble du spectre de l'hypermobilité. Et notre prise en charge, elle s'articule, comme dans tous les services de MPR, sur un item rééducation, c'est-à-dire essayer de récupérer tant qu'on peut, essayer de stabiliser les articulations, de limiter les douleurs, etc. Et puis, il y a un volet réadaptation lorsqu'on bute en rééducation, lorsqu'on ne peut plus progresser davantage, on propose aux patients de contourner les difficultés, de s'adapter, et c'est ça la réadaptation. Et puis, on a proposé un temps des séjours d'éducation thérapeutique qui serait un aboutissement un peu de la prise en charge, donc quelque chose de vraiment bien qualitatif, mais actuellement on n'en fait plus, mais j'en dirai quand même un mot. Donc la rééducation, le premier volet, elle est assurée
bien sûr par les kinésithérapeutes, mais les ergothérapeutes ont un rôle à jouer à ce niveau-là, bien sûr. On a des professeurs d'activité physique, on a aussi un orthophoniste, et on insiste sur le caractère actif, c'est-à-dire qu'on peut être tenté chez ces patients douloureux chroniques de faire une prise en charge exclusivement physiothérapie, basée sur la prise en charge de la douleur, qui est bien sûr louable, et qui peut être une bonne préparation, mais tant qu'on en reste là, il n'y a pas de modification de l'appareil locomoteur, et donc au long cours, on ne va pas faire évoluer le patient, c'est dommage d'en rester là. On peut faire de la physiothérapie en début de séance, un peu pour mettre le patient en confiance, on peut le faire aussi, bien sûr, en fin de séance, en termes de récupération, mais on insiste vraiment sur une rééducation qui est basée sur le mouvement, sur des objectifs d'intensité croissante, pour être vraiment dans une logique classique de rééducation, même s'il doit y avoir quelques spécificités. Alors, je pense que c'est connu maintenant, la rééducation elle doit être centrée bien sûr sur la stabilité articulaire, et pour ça, on va s'intéresser au renforcement des muscles stabilisateurs. En rééducation, c'est parfaitement pour chaque articulation qu'il y a des groupes de muscles qui sont stabilisateurs, c'est cela qu'il faut cibler en priorité, mais il ne faut pas les renforcer n'importe comment, il faut faire un renforcement, en tout cas au départ, plutôt sur un mode isométrique, c'est-à-dire sans mouvement. On peut davantage contrôler la stabilité articulaire. Il faut être progressif, donc ça c'est vraiment important d'être progressif pour ne pas avoir d'accident en instabilité ou de douleur en général, faute de quoi on va interrompre la dynamique de rééducation. On fait bien sûr un travail proprioceptif, donc qui consiste finalement à mettre en œuvre ces muscles stabilisateurs lorsqu'on en a besoin. C'est bien d'avoir des muscles renforcés, il faut-il encore qu'ils se mettent en œuvre au bon moment, lorsqu'on se rapproche de la situation qui va engendrer de l'instabilité. Et ce travail proprioceptif, donc il est fondamental, il est accompagné aussi d'un travail de postural, un travail de coordination et d'un travail d'équilibre qui est un peu l'aboutissement, j'allais dire, de ce travail proprioceptif. Pour ça, on peut être aidé par l'appareillage, et je vais développer un peu l'appareillage sur les diapositives qui suivent. Il y a l'histoire des mains, c'est des patients qui ont souvent des douleurs des mains et des poignets, j'aurais dû mettre d'ailleurs, qui sont souvent en premier plan. Alors c'est vrai que les mains et les poignets, c'est notamment au niveau du poignet, les os du carpe, les deux rangées du carpe, c'est des os qui sont, je vais dire, un peu instables de nature, dans la mesure où ils sont... il n'y a pas beaucoup d'insertion musculaire sur ces os, donc il n'y a pas beaucoup de contrôle musculaire qui peut être fait. C'est les muscles qui passent au contact du carpe, souvent ici insèrent pas, ils sont destinés aux doigts, aux extenseurs, aux fléchisseurs. Bon, il y a quelques muscles intrinsèques quand même, mais finalement ils sont un petit peu pontés par les muscles, et donc il y a une instabilité plus particulière à ce niveau-là. Donc dans cette population, on a vu qu'il y avait une diminution de la force globale, l'instabilité de ces rangées d'os mal configurées sur le plan anatomique fait qu'il y a soit une problématique particulière au niveau des mains, il faut s'y arrêter. On propose de faire un renforcement musculaire global des différents groupes musculaires qui pontent le poignet et qui vont jusqu'au doigt. Et surtout, et parallèlement, on propose de faire une analyse des schémas de préhension et une correction de schémas de préhension. On aura quelques photos pour montrer ça tout à l'heure, ce sera plus concret, mais souvent les patients font des préhensions en se mettant butés sur leur hypermobilité, ce qui n'est pas du tout physiologique et ce qui va abîmer les articulations, qui va créer des douleurs. Donc il faut leur faire prendre conscience de ça et faire en sorte qu'ils puissent le corriger. Et puis, on avait dit qu'il y a une fatigue dans ce type de pathologie, une fatigue qui est probablement plurifactorielle. Et probablement, une partie de cette fatigue peut être améliorée si on fait du rentraînement à l'effort. Alors, bien sûr, c'est pas ça qui corrige cette fatigue qui est souvent profonde, mais je pense que ça peut y contribuer. Donc, on propose toujours à ces patients une partie de prise en charge type rentraînement à l'effort progressif. Pour en revenir à l'appareillage, donc on sait souvent de l'appareillage, soit à la phase initiale chez les patients qui vont plutôt avoir un appareil locomoteur. Quand l'appareil locomoteur est plutôt bon, soit on ne voit pas les patients évidemment, soit on les voit et on va pouvoir se passer l'appareillage parce qu'il y a déjà une compétence musculaire qui fait qu'on va pouvoir faire des exercices sans appareillage. Mais le plus souvent, on va se faire aider de l'appareillage pendant les séances de rééducation avec des orthèses. Et puis, si ça se passe bien, on va pouvoir se débarrasser d'un certain nombre d'orthèses, idéalement complètement, mais souvent, les patients vont identifier des situations dans leurs activités où on va être obligé de remettre ces orthèses, et puis de façon prolongée, parce que malgré les progrès faits en rééducation, on n'arrive pas à tout corriger. Donc, voilà, ça peut être temporaire, mais ça peut être plus ou moins définitif, en tout cas dans certaines circonstances. Donc, l'appareillage, il s'articule autour de l'appareillage standard. Donc, c'est des orthèses qu'on achète en pharmacie, vous connaissez ça sans doute par cœur, hein, qui sont classées par taille et qu'il en existe
des multitudes, donc il faut essayer de trouver celle qui correspond le mieux au patient. Donc il y a la fameuse attelle crosse à gauche, il y a des orthèses de poignet plus ou moins souples. Souvent on essaie de ne pas immobiliser, c'est vraiment du soutien, ce n'est pas de l'immobilisation. On fait très souvent des orthèses plantaires sur mesure. Donc des orthèses plantaires avec... la première idée, c'est de stabiliser l'arrière-pied. C'est des patients qui ont très souvent une instabilité de la cheville en varus, mais aussi parfois en valgus, qui ont souvent un pied plat, qui ont souvent une sursollicitation de la pronévrose plantaire, etc. Donc l'idée, c'est que si on fait un renfort d'arche et si on fait un élément cuboïdien et un pronateur, souvent on cale un petit peu l'arrière-pied et on a un bénéfice au niveau de la cheville, puis parfois on a un bénéfice aussi au niveau des articulations en amont, donc c'est toujours intéressant de leur proposer ça. Nous, c'est quelque chose qu'on fait pratiquement systématiquement. L'appareillage, c'est aussi le grand appareillage, donc ça c'est un dispositif un peu plus lourd sur le plan médical et administratif. C'est un appareillage qu'on acquiert après en temps préalable auprès de la sécurité sociale, qui est fait vraiment sur mesure pour le patient, qui doit répondre à un cahier des charges précis. Alors, c'est le cas par exemple des orthèses articulaires sur mesure, ce que j'ai mis en deuxième ligne avec la photo d'une orthèse cruro-suro-pédieuse. On n'en fait pas très souvent des grosses orthèses comme ça. On en fait quand on est vraiment coincé par une articulation qui est très douloureuse, très instable, et qui va un peu soit bloquer toute la rééducation, soit même dans certains cas va pousser le patient un peu hors du champ social normal avec une déscolarisation ou une menace de perte d'emploi, enfin quand c'est des circonstances assez lourdes. Donc on fait ce grand appareillage avec un appareilleur, on fait ça sur mesure, un petit délai de livraison. Là aussi, il y a des choses bien précises en termes de matériaux, de fixation, etc. Voilà, c'est quelque chose qu'on fait de temps en temps. Ce qu'on fait pratiquement systématiquement, un peu comme les orthèses plantaires, les semelles plantaires, c'est les vêtements compressifs. Donc, c'est des vêtements auxquels on confère la qualité d'augmenter le retour sensitif. Donc, on a dit qu'il y a un déficit proprioceptif qui a été montré par plusieurs études de bonne qualité. Je crois qu'on ne va pas revenir dessus dans cette pathologie. Et donc, en améliorant le retour sensitif, a priori, on va améliorer le contrôle moteur. Donc, on fait des vêtements compressifs. On a tendance à faire un haut et un bas, un gilet compressif et un pantalon compressif, plus ou moins des choses plus focalisées s'il y a une plainte plus spécifique du patient. Et on voit comment ça se passe. Pour ceux qui en tirent un bénéfice, on perpétue la prescription à rythme régulier pour tenir compte de mesures, etc. Pour ceux pour qui ça n'a pas montré d'intérêt fondamentaux, en général, on ne poursuit pas la prescription. Mais c'est quand même quelque chose qu'il faut tenter souvent, d'autant qu'il y a plusieurs études en cours, dont certaines ont été publiées, ou des pré-études qui ont été publiées, qui vont quand même dans le sens que ça aurait tendance à améliorer de façon vraiment objective le contrôle, au moins de l'équilibre. Donc, in fine, la rééducation, c'est en termes de nature des exercices, c'est des exercices que savent faire pratiquement tous les rééducateurs, notamment les kinésithérapeutes, mais le contexte est particulier. Il faut tenir compte de la fragilité des patients, parce que c'est le substratum de leur maladie, et c'est aussi pour éviter qu'ils se blessent, parce que s'ils se blessent, ils vont perdre le bénéfice de la rééducation qu'ils ont fait auparavant, ou ils ne vont plus y croire. C'est des patients qui vont être un peu perdus pour la rééducation, et c'est dommage, parce que la rééducation peut vraiment les améliorer. Donc il faut tenir compte de cette fragilité, mais quand ça se passe bien, et ça peut bien se passer souvent, il faut ensuite incrémenter les exercices pour aller vers un niveau d'exigence supérieur. Il ne faut pas rester à des choses trop lambda. Il faut encourager les patients, en faisant du renforcement positif, en montrant que des choses sont améliorées, à faire des choses plus compliquées, à combattre les représentations qui ont été souvent issues d'expériences douloureuses antérieures, pour qu'ils puissent vraiment s'emparer de ce moyen thérapeutique. Et cette rééducation, dans le syndrome de l'Ehlers-Danlos, mais c'est valable aussi pour les autres pathologies chroniques, on ne garde le bénéfice que tant qu'on la poursuit sur un rythme plus ou moins soutenu. Donc, il faut vraiment faire ça au long cours. Alors, on ne peut pas aller toute la vie chez le kinésithérapeute, enfin, certains patients sont peut-être obligés de le faire, mais dans l'absolu, il faudrait arriver à apprendre des auto-exercices et à faire une sorte de routine quotidienne ou pluri-hebdomadaire pour pouvoir maintenir ça au long cours et maintenir le bénéfice de l'efficacité. Là, c'était l'exemple d'ordonnance sur le PNDS, dont on en parlait tout à l'heure. Et donc, on retrouve beaucoup d'items de ce qu'on fait dans notre service et de ce qui doit être fait ailleurs. Donc, il y a l'histoire du massage. C'est vrai qu'il y a l'histoire de la chaleur. Ce dont je n'ai pas parlé dans mes diapos, c'est je ne me suis pas appesanti sur la physiothérapie, mais la chaleur en particulier, le TENS aussi, sont tout à fait propices à être utilisés en périphérie de la séance de rééducation.
On a utilisé le TENS sur sur la plante de certains patients pour faire des entrées sensitives, un peu comme les vêtements compressifs pour essayer d'améliorer le schéma de marche, par exemple. Il y a aussi le thème balnéothérapie. On a la chance d'avoir une balnéothérapie à la Fontaine-Salée. Donc c'est vrai que l'immersion en eau chaude est assez favorable à la conduite de la rééducation. Je n'ai pas parlé de la ventilation dirigée parce que moi j'ai tendance à aborder la ventilation sur la rééducation dans l'item appareil locomoteur. Je ne fais pas beaucoup de rééducation ventilatoire. Mais c'est vrai que c'est les patients qui présentent des difficultés respiratoires, qu'on appelle des blocages respiratoires, que la ventilation dirigée, c'est-à-dire sous le contrôle de la volonté, à basse fréquence, à amplitude élevée, tout à fait apte d'améliorer ces expériences douloureuses ou gênantes, en tout cas des sensations d'étouffement que présentent ces patients. Et donc, en général, lorsqu'on leur a montré comment ça fonctionne, souvent ils arrivent à bien se gérer avec ça. Après, il y a l'item auto-exercice, il y a les orthèses proprioceptives ou l'appareillage. Voilà, les manipulations doivent être contre-indiquées parce qu'on risque de faire des accidents d'instabilité. L'histoire des mouvements répétés, l'avant-dernière ligne, c'est valable dans toute la rééducation. Enfin, bien sûr, on fait des mouvements répétés, mais on sait que les mouvements répétés en chaîne ouverte, ça donne des accidents type tendinopathie. Donc, il faut varier les exercices, mais ça, c'est des choses qu'on pourrait appliquer un peu dans toutes les pathologies. Là, c'est quelques photos pour essayer d'illustrer ce qu'on a dit. Donc là, c'est une patiente qui a syndrome d'Ehlers dans l'os, sans doute hypermobile, dont on voulait travailler la posture. Donc on voit sur cette photo de profil, pardon, qu'elle a une syphose dorso-lombaire à grand rayon. On voit qu'elle a une hyperlordose cervicale compensatrice pour maintenir l'horizontalité du regard. On voit aussi, si on regarde sous la table, elle en a plus un varus au niveau des chevilles. Et donc tout ça, on a discuté avec elle, on lui a fait prendre conscience, on lui a appris à se corriger, ce qui donne qu'après un certain nombre de séances, on arrive sous le contrôle de la volonté. Rien n'est automatique, mais on peut se rapprocher d'une automatisation. Donc elle arrive à avoir un contrôle postural qui est quand même moins agressif pour son appareil locomoteur. C'est la même patiente, je vous parlais tout à l'heure des difficultés de préhension, enfin des anomalies de préhension qu'on a dans cette pathologie. Donc là, elle n'a pas beaucoup de force, cette patiente, donc pour tenir quelque chose, elle va se mettre en hyperextension au niveau de l'interphalangienne distale du deuxième rayon. Elle va se mettre en subluxation, enfin une hyperextension qui aboutit à une subluxation de la métocarpophalangienne du pouce. Et ça, évidemment, ce n'est pas quelque chose qui est souhaitable, en particulier lorsqu'on fait une préhension en force. Par exemple, on imagine si on sort le linge de la machine avec cette position, au bout d'un moment, on va bien sûr avoir des douleurs. Donc là aussi, il y a un travail de prise de conscience, un travail de correction volontaire, et on aboutit à une préhension beaucoup plus physiologique, beaucoup moins agressive. Là, c'est une vidéo, mais elle ne marche jamais, donc je passe. Donc le deuxième volet de la prise en charge en médecine physique et réadaptation, c'est l'histoire de la réadaptation, justement. Comme on disait tout à l'heure, c'est lorsqu'on ne peut plus progresser en rééducation, on prend en compte les situations d'incapacité, de handicap, avec des moyens détournés finalement. Ça repose beaucoup sur l'acquisition, l'évaluation du fonctionnement, l'acquisition des techniques pour les activités de la vie quotidienne. Alors, les aides techniques, il en existe des dizaines, c'est impossible de toutes les passer en revue, mais pour en prendre certaines qui sont assez simples, c'est tout ce qui est pince en manche pour ramasser des objets par terre quand on ne peut pas se pencher, des aides techniques à l'habillage comme des enfilbas, des chausse-pieds longs, voilà, il y en a vraiment beaucoup. Il y en a une qui est vraiment un élément important du dossier, souvent, c'est l'histoire du fauteuil roulant. Donc pour nous, c'est toujours un problème quand on a un patient souvent jeune, qui typiquement va être à l'université dans un campus très grand, qui va être obligé de marcher pour aller en TP, pour aller en cours, pour rentrer chez lui à l'arrêt ou à l'arrêt bus, etc. Qui va parcourir des distances quand même significatives et qui, en raison des douleurs de son appareil locomoteur, donc liées à la stabilité, va se trouver en difficulté par rapport à ça. On se dit, évidemment, si on prescrit un fauteuil roulant, ça va lui rendre service. C'est souvent un fauteuil roulant électrique, puisque s'il doit faire les mêmes distances en poussant un fauteuil roulant manuel, il y a des problèmes au niveau des épaules, des poignets, etc. On va vite entrer en difficulté aussi, donc c'est un fauteuil roulant électrique. Mais d'un autre côté, on se dit, c'est déjà un patient qui est un peu limite en termes de proprioception, en termes de force, et on sait que si on le laisse assis pratiquement toute la journée, il va y avoir une atrophie de l'utilisation, ça ne va pas lui rendre service. Donc, voilà, ça me pose des difficultés. On en parle souvent en réunion polydisciplinaire et bon, bien souvent, on est quand même amené à faire cette prescription de façon vraiment très ciblée. On fait un cahier des charges, on fait des essais
et on finalise ça. Ça nous prend un petit peu de temps, mais on veut que ce soit vraiment bien réfléchi en expliquant aux patients un peu aussi les avantages et les inconvénients de cette prescription. Alors ça, c'est un petit mot sur une étude qui est en cours à la Fontaine-Salé, pour laquelle on a encore le droit d'inclure des patients jusqu'en mai 2021, si je ne dis pas de bêtises. C'est une étude qui reprend, qui a déjà été faite sous d'autres formes, je pense par d'autres équipes. Donc on fait monter des patients sur une plateforme de force et on voit si le fait de porter des vêtements compressifs améliore ou pas cet équilibre, avec comme critère principal le gold standard de l'évaluation de l'équilibre sur une plateforme de force qui est la vitesse de déplacement du centre de gravité. Donc on a inclus pour l'instant 16 patients sur les 30 prévus par le schéma initial de l'étude qui a été fait en collaboration avec le service de santé publique du CHU de Toulouse. Et donc, on en a encore quelques-uns à inclure. Et pour l'instant, on a déjà fait une thèse avec ce travail et les résultats sont très encourageants puisqu'on a une amélioration du critère principal de façon significative. Voilà, donc une avant-dernière diapo pour remercier l'équipe de la Fontaine-Salé qui, depuis quelques années, s'est vraiment emparée de ces problèmes, qui s'est familiarisée avec ces patients, qui a acquis une certaine expertise et grâce à eux, on peut avancer. Et voilà, je vous remercie de votre attention.